Un, deux, deux.
Et bonjour à tous et merci d'être déjà aussi nombreux ici, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez dans le chat. Moi je suis super contente de vous retrouver. Salut, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau format qui m'enthousiasme vraiment. Hello Clara. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette aventure et c'est plutôt fou. Suite à l'annonce de ce live là, maintenant on est plus de 50 enfin vous êtes plus de 50 à suivre ma chaîne, c'est assez fou. Donc je pense que ça veut dire que ça vous plaît. Donc je vais continuer dans ce sens. Et pour les nouveaux arrivants, je vais peut-être juste représenter un petit peu qui je suis et de quoi parle cette chaîne. Donc je m'appelle Amélie Benchalal, j'ai 24 ans, je suis étudiante en deuxième année de master communication digitale et auparavant j'ai fait des études en médiation culturelle et aujourd'hui j'aimerais croiser mes deux passions qui sont la culture et la communication et en faire mon métier et je me pose beaucoup de questions sur la communication digitale adaptée au monde de la culture et c'est pour ça que j'ai monté cette chaîne-là pour en discuter, pour échanger avec vous et avoir aussi votre retour d'expérience sur les évolutions de ce domaine qui est, c'est assez passionnant. Donc sur cette chaîne, j'ai proposé plusieurs formats. On a commencé par un format à discussion où j'avais présenté mon mémoire sur les musées et les influenceurs, où on avait pu échanger suite à ça et c'était vraiment enrichissant. On a eu aussi ce que j'appelle les analyses réseau, où on essaye d'analyser les réseaux sociaux d'un établissement culturel. Donc la dernière fois, c'était le musée d'Orsay. Et là, je vais tester avec vous les interviews. Donc je souhaite faire venir des professionnels de la culture, plus précisément de la communication, pour parler de leur parcours, de leur expérience, de leur quotidien et nous partager en fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comprennent des évolutions du secteur. Et salut Sarah. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter Nicolas Alpache, avec qui j'ai eu un premier contact lors de mon mémoire. Il m'a aidé notamment parce que j'avais besoin de retours d'expérience sur des projets d'influenceurs qui ont été mis en place et il m'avait parlé de ce qu'il avait fait avec le musée Guimet et c'était passionnant. Et on s'est recontacté parce que c'est aussi quelqu'un qui est sur Twitch et qui parle de musée et de culture sur Twitch. Donc je me disais que c'était la bonne première personne et il s'est positivement prêté au jeu du cobaye pour ce format-là. Donc merci à lui. Et donc l'idée c'est, comme je vous le disais, de poser des questions. Enfin moi je vais lui poser des questions sur son parcours, qui il est et sa vision en fait de la communication digitale. Et n'hésitez pas à vous aussi lui poser des questions dans le chat. Je ferai la modératrice. Voilà. C'est tout. Du coup, quel musée aujourd'hui ? Angeline, aujourd'hui, pas de musée. Aujourd'hui, c'est une personne qui va nous parler de son travail et de sa vision de la communication pour les musées. Voilà. Donc, je vous propose qu'on accueille Nicolas. Hop. Bonjour Nicolas. Attends, hop, j'active ton son. Tu m'entends ? Alors, Ouais. tu m'entends bien ? Bonjour Ouais, Amélie. moi je Et bonjour t'entends. chat. Est-ce que vous nous entendez tous les deux dans le chat ? Dites-moi. Je ne sais pas. Peut-être que tu peux... Déjà, comment tu vas, Nicolas ? Question toute Écoute, simple, ça va mais... très bien, merci. Je suis ravi qu'on soit sur Twitch pour expérimenter ça, ce format d'interview. C'est un petit peu le crash test technique, Ouais. mais ça a l'air de plutôt tenir, donc on touche du bois. Et je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec toi. Encore une fois, je suis ravi de voir qu'on est plusieurs à expérimenter un petit peu le format Twitch pour parler de nos passions, nos recherches, nos activités. Et très curieux de mener cette interview avec toi et éventuellement de répondre à vos questions dans le chat. Ça sera un plaisir, n'hésitez pas.
Alors, on me dit qu'il y a un petit écho. Alors, je sais pas si je vais pouvoir résoudre ça. Est-ce que c'est très gênant? Parce que c'est la première fois qu'on installe quelque chose comme ça. L'écho Tu as vient de bien chez coupé le toi. son de ton ordinateur. Pardon pour le chat, on fait nos réglages techniques en direct, mais parfois Couper le se son de peut. mon ordi. Alors, excusez-moi. Le truc, c'est si je coupe le son ici, on t'entendra plus du tout. Vas-y. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, Ouais. bonjour à toutes. Parce qu'en fait, t'es dans mes haut-parleurs. L'écho vient de chez toi, de tes haut-parleurs. Et ouais, mais vaut mieux que le son il sorte d'où en fait. Je pense que si tu as un casque, Amélie, ce serait bien. Eh ben oui, mais non, mais je n'ai pas de casque. Je n'ai pas mon casque. Comment va-t-on faire? Mais c'est bien grâce à vous. Alors, haut-parleur, je pense que tu as un casque, ce serait bien. Bon, merci de nous assister pour ce petit. Mais nous sommes dans le crash test, hein, donc je suis ravi de pouvoir encaisser ce rôle. Parce que malgré tout, Twitch, ça demande une expertise technique qu'on n'a pas forcément de manière innée. Donc, Il faut couper le retour chez toi. Alors attends, comment je peux couper le retour chez moi en fait? Faut que je le coupe dans Twitch peut-être? Là, si tu parles, on t'entend plus du tout. 2, 1, 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, c'est bon là? Nicolas, parle s'il te plaît. Je crois que c'est mieux là, non? Moi, j'ai coupé le retour son chez moi pour éviter ce problème d'écho, donc effectivement, je m'en remets à vous. Nous nous en remettons à vous, le chat. Merci pour votre patience et votre bienveillance. C'est adorable. Non, je crois que si je coupe là, en fait, on n'entend plus. Bah, je suis désolée pour... Ah si, c'était mieux. Donc là, on t'entend, Nicolas, si je coupe. Parce qu'en fait, là, j'ai désactivé le son du stream. Mais je sais pas si ça désactive pour... Non, c'est bon. Oui, c'est mieux. Oh, c'est magnifique. Oh, Inès, merci pour vos retours. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Peut-être que tu peux te présenter, Nicolas. Rapidement, en 280 caractères. Allez. Pour ceux qui ne te connaissent pas et... Donc, Nicolas Alpac, j'ai 30 ans. Je suis chargé de communication numérique à l'Institut national d'histoire de l'art, communément appelé l'INHA, à Paris. Je suis issu d'une formation d'histoire de l'art. J'ai également étudié un petit peu la communication, la muséologie. Et ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis à la communication de l'Institut national d'histoire de l'art. Avant, j'étais au Musée national des arts asiatiques Guimet pendant à peu près 2 ans. Et j'ai exploré un petit peu avant le journalisme en travaillant pour certaines revues, Grande Galerie de Journal du Louvre, Noto, un site qui s'appelait Point Culture que j'ai fondé avec des camarades et amis il y a quelques années, qui est toujours en ligne. Et voilà, j'aime expérimenter des trucs sur Internet, notamment Twitch, notamment les podcasts, et je suis ravi de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Justement, j'en profite pour rebondir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne Twitch? Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer un peu ce que tu y fais, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont sur ces sujets-là, et c'est assez original. Eh bien, la chaîne Twitch, c'est vraiment né du confinement. C'est vraiment né de ce désir d'expérimenter tout simplement un format de création sur Internet autre de ce que je pouvais faire habituellement sur Twitter, Instagram ou même d'autres sites. En fait, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est que je trouvais que mon travail et mes activités annexes d'écriture et de production de contenu sur les réseaux sociaux créaient un cercle vertueux. C'est-à-dire, c'est important de nourrir les passions de notre travail et inversement notre travail de nos passions. Et avec ce contexte sanitaire qui nous a privés de beaucoup de choses, en fait, un triste anniversaire aujourd'hui, c'est les 100 jours de fermeture des musées. Ça fait comme si c'était 100 ans pour moi. Il y a eu le désir de produire quelque chose. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Moi, je pense vraiment que créer, c'est renaître une seconde fois. Et donc, j'ai toujours eu à cœur d'expérimenter des choses dans l'écriture, dans le podcast. Et quand on est seul chez soi,
En fait, ça fait 2 ans, là, pour la petite anecdote, que j'ai un projet de podcast en tête. Mais quand on est seul chez soi à écrire, à monter un pilote, en fait, on n'a pas de retour et on s'enferme un petit peu sur soi et c'était délicat. Et je pense qu'avec ce cloisonnement, je me suis dit que le format live sur Twitch expérimental pouvait être quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement grisant aussi. C'est vraiment très drôle d'expérimenter ce format. Et surtout l'idée de se présenter un petit peu comme un challenger. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis sur Twitter et peut-être un petit peu moins sur Instagram. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans les échanges qu'on peut avoir sur ces réseaux. Et je pense que l'idée de partir sur un réseau sur lequel j'avais absolument aucune base, c'est-à-dire déjà aucune notion, personne ne me suivait, je me suis dit on va faire ça, on va expérimenter comme ça quelque chose à la croisée de ma passion pour la culture, mais également pour les jeux vidéo. On pourra en reparler peut-être, mais c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui me nourrit beaucoup également, les jeux vidéo. Et pouvoir expérimenter des formats à la croisée de la radio libre, du gaming, ce genre de choses sur Twitch. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et que je compte vraiment pérenniser dans les mois à venir. Ouais, c'est challengeant de découvrir une nouvelle plateforme et de réfléchir à tout ce qu'on peut y faire. Enfin, je pense que là-dessus, on a un peu la même vision, quoi. C'est super intriguant et ça donne envie, en fait, de se dépasser aussi. Et, Oui. et pour être plus dans le concret, qu'est-ce que tu fais justement comme contenu en ce moment ou par quoi tu as commencé J'ai commencé avec une tier list, quelque chose qu'on fait beaucoup dans le milieu du gaming. Je crois que c'est la communauté de Street Fighter ou Super Smash Bros qui fait ça, où on établit des classements de personnages par, par compétence, on va dire. Et je me suis dit que j'allais appliquer ça au musée parisien, tout simplement. Alors, l'idée n'était pas de faire un classement extrêmement scientifique des musées parisiens, mais de classer, moi, par ordre d'affect. Mhm. Et je pense que c'est extrêmement important sur ces réseaux-là de parler peut-être un petit peu plus avec le cœur. On voit beaucoup sur les... Moi, j'ai un petit peu étudié la question des musées YouTube et j'ai vu que beaucoup de productions étaient des choses très didactiques. Moi, j'avais un petit peu envie de parler un petit peu plus avec le ressenti et l'expérience. Donc, c'est vraiment parler des musées à travers ce classement, cette tier list. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des formats radio libre un peu talk show dans lequel je reviens sur l'année 2020 et notre rapport à la culture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parfois des choses qui passent totalement par la tête, parler de bouquins en piochant des livres qui sont dans ma bibliothèque. Donc ça parle beaucoup d'art et de Japon. Tester GeoGuessr, pardon, et les musées, ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Ou proposer des visites virtuelles d'exposition. Enfin, c'est de l'expérimentation pure et dure. Et l'essentiel est vraiment de s'amuser, de pouvoir avoir une interaction avec le chat. Je pense que c'est quelque chose que toi tu as ressenti aussi. C'est qu'il y a vraiment 2 dimensions de direct. Il y a celui qu'on fait, mais également celui où on a une interaction avec les personnes qui rebondissent sur ce qu'ils font et qui nous font parfois aller là où on n'avait pas prévu d'aller. Et c'est extrêmement plaisant. Ouais, bah moi c'est ce qui m'a fait m'inscrire sur la plateforme, c'est vraiment le chat et le côté direct que j'apprécie beaucoup aussi. Alors il y a une question de Sarah. Tu le fais à quelle récurrence, pardon? Je loupe toujours tes lives. J'aimerais avoir ta rigueur, Amélie, et pouvoir le faire à heure fixe chaque dimanche, mais il n'y a pas vraiment de... On va dire, j'aimerais bien le faire 2 ou 3 fois par semaine, mais il peut m'arriver de les lancer de manière sauvage et de communiquer dessus 20 minutes avant. Donc, je ne peux pas répondre à cette question précisément, malheureusement. C'est ton style. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, ça dépend des horaires. Sûr que tu streams, je sais pas. En soirée. Ouais, bah voilà. C'est pour pallier cette frustration qu'on a de rester chez nous à partir de 18h. En soirée. Déjà, Ouais, plutôt en soirée. Et ça marche plutôt bien. Enfin, il y a du monde quand même. Écoute, bon, c'est des moyennes de 10-15 spectateurs, mais encore une fois, je suis extrêmement touché de voir que des personnes déjà ont fait la démarche de s'inscrire sur ce réseau social qui a des codes bien particuliers et bien propres au gaming. Et qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 15 ou qu'il y en ait 200, bon, on n'est pas encore à l'audience de Samuel Etienne, mais non. Voilà, c'est extrêmement plaisant à faire. Ok. Et au niveau de ton parcours, tu nous as parlé un peu de ton parcours professionnel, mais est-ce que tu peux détailler un peu ton parcours scolaire? Quelle est l'école que tu as fait?
Oui, bien sûr. Je vais aller chronologiquement à partir de mes 18 ans. Moi, je suis issu d'un bac ES. Et entre mes 18 et mes 22 ans, je me suis beaucoup cherché. J'ai fait un peu de commerce, j'ai fait des lettres modernes appliquées. Et c'est vraiment à mes 22 ans que je peux te dire que j'ai vraiment... ça a été ma renaissance. Et je me suis inscrit en licence d'histoire de l'art à l'université Paris-Sorbonne. Et c'est là où je me suis trouvé véritablement. Parce que pendant les errances que j'avais, j'ai fréquenté beaucoup de musées et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose avec ça sans savoir exactement ce que j'allais faire. À la base, je voulais faire du journalisme. Mhm. Donc j'ai fait 3 ans en licence d'histoire de l'art à Paris-Sorbonne. C'est des années que j'ai aimé d'amour véritablement. Ça m'a ça m'a procuré une culture visuelle immense, ça m'a enrichi, ça m'a ouvert les choses sur ce que les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines, leur civilisation, leur époque, pouvaient faire de beau. Et puis on travaille beaucoup ses capacités analytiques, rédactionnelles. C'est une licence qui enrichit beaucoup, vraiment sur plusieurs aspects. Et je me suis confronté en master, donc je suis allé jusqu'à la 4e année. Je me suis confronté au monde de la recherche, puisque pendant 3 ans, on nous ouvre plein de portes et on nous montre plein de choses. Et en 4e année, on vous ferme tout et on vous dit, voilà, vous allez vous spécialiser sur un seul sujet. Ça ne m'a pas convenu du tout. Je me suis vraiment renfermé à la fois sur mon sujet et un petit peu sur moi-même. Et pourtant, je sais que je voulais... Mon sujet traitait de la Révolution française et du début du 19e siècle. C'est une période que j'aime beaucoup dans l'histoire et dans l'histoire de l'art. Mais ça n'a pas marché. Et parallèlement à cette licence, on pourra peut-être revenir au conseil qu'on donnera à nos internautes tout à l'heure. Moi, je développais des projets à côté de blogs et de petits projets éditoriaux comme ça. Et ça m'a beaucoup apporté professionnellement. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas se spécialiser dans la communication. Et donc je suis quand même allé jusqu'au master, j'ai validé un premier mémoire, et je suis ensuite allé en master 2 de muséologie nouveaux médias à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, qui a été vraiment décisif et charnière dans mon parcours scolaire et professionnel, puisque c'est un master professionnel segmenté en 2 semestres, et donc le second semestre était un semestre dédié à un stage, et c'est là où j'ai fait ce stage au Musée national des arts esthétiques Guimet. Et coup de chance, et il en faut beaucoup dans le milieu de la culture, c'est que je suis arrivé en fait au musée Guimet, et la personne que je devais assister en stage est partie. Et donc je me suis retrouvé mon premier jour de stage propulsé à la communication numérique du Musée national des arts esthétiques Guimet, et avec un projet d'éditorialisation des réseaux et de construire une politique, une stratégie numérique que j'ai établie, et ce qui m'a permis après de rester en contractuel au Musée national des arts esthétiques Guimet. Et puis après, voilà, l'Institut national d'histoire de l'art 2-3 ans après. Et voilà, et Twitch avec toi aujourd'hui. C'est cool, c'est sympa de voir comment tu t'es trouvé au final dans ce cheminement-là. Ah bon. Et je dis c'est sympa de voir comment tu t'es trouvé dans ce cheminement-là. Et voilà, c'est chouette. Et le master dont tu parles, j'en entends beaucoup de bien. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi. Et il avait l'air vraiment professionnalisant. Donc, ouais. Oui, effectivement, parce qu'on a la chance dans ce master qui est un master avec un effectif minuscule, on doit être une 20aine de personnes, c'est celui d'interagir avec des professionnels de la culture en fait directement. Et c'est très précieux parce que je me suis rendu compte que si on souhaitait rentrer en contact avec une institution, que ce soit à travers un formulaire de contact ou autre, c'est souvent des adresses qui tombent dans les oubliettes, il faut bien l'avouer. On peut interagir avec ces personnes-là sur Twitter, mais ça reste quand même difficile. Et c'est une chance de pouvoir interagir avec elles, avoir leur retour. Et ce sont des enseignants et des enseignantes extrêmement bienveillants. Donc ça m'a beaucoup apporté, oui, effectivement. Et oui, je vois dans le chat, on dit que voilà, ça a dû être super formateur comme expérience, du coup, ton alternance, qui en fait était beaucoup plus que ça au final. Oui, c'était pas vraiment une alternance, c'était vraiment un stage semestre dédié au cours, et le second semestre uniquement alloué au stage. Okay. Mais on apprend énormément en 6 mois de stage, et il faut... Voilà. Et après, encore une fois,
là, j'ai 30 ans aujourd'hui et on se pose toujours des questions sur ce qu'on Mm. veut faire, sur ce qu'on est vraiment. C'est quelque chose, voilà, spoiler alert, ça vous suivra tout au long de votre vie. Super. Et donc aujourd'hui, tu es à l'Institut national de l'histoire de l'art. Est-ce que tu Oui, peux nous expliquer déjà ce que c'est? Parce que si on bien n'est sûr. pas du métier, on ne connaît pas forcément. C'est vrai que c'est quelque chose qui est bien connu des étudiants et des étudiantes en histoire de l'art. Déjà, c'est pas l'INA. Tout le monde pense que je travaille à l'Institut national de l'audiovisuel, mais non, c'est l'Institut national de l'histoire de l'art. Voilà, je le crie haut et fort aujourd'hui. L'Institut national d'histoire de l'art, donc, qui est peut-être familier aux étudiants et aux étudiantes en histoire de l'art, c'est situé à Galerie Colbert, à côté du Palais Royal à Paris. C'est une institution qui est vraiment au service de la valorisation de la recherche et de l'histoire de l'art à travers des programmes de recherche qui sont menés par des chercheuses, par des chercheurs, des conservateurs, des conseillers scientifiques et qui produisent des programmes en partenariat avec beaucoup d'institutions, d'universités en France, à l'étranger. On produit des colloques, des séminaires, des journées d'études qui sont ouverts à toutes et à tous. C'est également une grande bibliothèque, alors là c'est la Minute Corpo, mais c'est l'une des plus grandes bibliothèques d'histoire de l'art au monde, qui prend place dans la salle Labrouste. Je vous invite à googler la salle Labrouste, c'est un espace absolument magnifique qui a été bâti à la fin du 19e siècle. C'est la première fois qu'on utilisait la fonte pour une bibliothèque, donc c'était extrêmement novateur à l'époque. Et donc c'est une bibliothèque qui est ouverte là, aux chercheurs en histoire de l'art et qui propose énormément de références. Et je pense que tout chercheur ou toute chercheuse en histoire de l'art a dû se rendre au moins une fois à l'INHA pour ses recherches. Et parallèlement à ces programmes-là, il y a toute une dimension événementielle pour promouvoir la discipline. Et donc ce sont ces grands temps forts qui ponctuent l'année. Je pense aux Journées européennes du patrimoine, où là on peut visiter la salle Labrouste et les locaux de l'INHA. Il y a beaucoup de monde. Il y a également la Nuit des idées en partenariat avec l'Institut, où là on ouvre la salle Labrouste jusqu'à minuit et il y a des concerts, il y a des tables rondes. C'est extrêmement plaisant à construire et à communiquer sur ça. Et peut-être également le festival d'histoire de l'art qui est organisé au château de Fontainebleau. En général, c'est le premier week-end de juin, où là c'est vraiment la grande messe, le grand événement autour de l'histoire de l'art, avec en général une thématique annuelle et un pays invité. Et donc ça aurait dû être en 2020 le Japon, ce n'était pas le cas, ça le sera peut-être en 2021, je l'espère. T'as dû être triste. J'étais très triste, mais là c'est une petite confession, je ne suis jamais allé au festival d'histoire de l'art parce que quand j'ai pris mon poste, j'étais très enthousiaste à l'idée de travailler sur cette édition. Ça sera peut-être le cas en 2021, j'espère, mais ça sera dans un format différent, je pense, dans tous les cas. Et voilà, ça c'est 300 événements en 3 jours, donc c'est vraiment la grande messe, mais vous pouvez aller voir sur le site de l'INHA, c'est vraiment, ça embrasse toutes les disciplines, l'histoire des collections, le Moyen-Âge, l'Antiquité, et il y a à peu près 150 événements par an, donc on trouve à peu près 2-3 séminaires par semaine que vous pouvez aujourd'hui suivre en direct sur YouTube parce qu'on a essayé de pallier à cette fermeture de l'Institut. l'INHA est fermé aujourd'hui pour pouvoir continuer à faire rayonner la recherche et l'histoire de l'art au quotidien pour tous. Et donc, si je comprends bien, le public principal de l'Institut national de l'histoire de l'art, ce sont les chercheurs. Et après, le grand public avec des événementiels plus inclusifs. Exactement, oui. Ok. Exactement. D'ailleurs, la bibliothèque n'est pas ouverte. Enfin, il faut quand même justifier une recherche pour y accéder. Et les séminaires et les colloques, là, sont ouverts à toutes et à tous, mais c'est vrai que c'est pas un cours d'initiation qu'on peut avoir en auditeur libre à l'école du Louvre, c'est vraiment des programmes très, très poussés. Donc, c'est des chercheurs, des gens qui sont à l'université, c'est des professionnels, c'est quoi comme profil, tu sais à peu C'est un près? mélange de tout, en fait. Il y a vraiment dans les intervenants, on trouve des doctorants, on trouve des conservateurs, on trouve des chercheurs. C'est des personnalités plurielles, en fait, qui contribuent à la constitution de ces programmes sur lesquels on travaille toute l'année. Ok, d'accord. Et du coup, je vais peut-être être super réductrice, mais on peut dire que c'est la grosse bibliothèque de l'histoire de l'art et que Je vous pense que essayez oui. de faire vivre justement par des conférences, par... Pas vraiment, il y a vraiment 2 entités, on va dire, séparées. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas
nous, dans notre organisation interne, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, effectivement, l'INHA, Galerie Colbert, et la bibliothèque, donc c'est vraiment deux services différents, mais au sein d'une même institution. Et il y a vraiment un aspect recherche et événementiel côté INHA, donc côté Galerie Colbert, et un côté... vraiment, la bibliothèque, c'est un monde à part, oui et non, mais c'est moins soumis à des programmes de recherche récurrents, c'est moins soumis à une temporalité, c'est vraiment plus dans l'accueil du public. C'est deux choses un petit peu distinctes. Ok, ça marche. Je posais des questions, comme ça aide aussi peut-être à mieux comprendre pour les gens qui nous suivent. Alors on dit, j'avais eu la chance de la découvrir lors des Journées du patrimoine pour ma part. Ouais, ça doit être top, enfin ça doit être magique. Tu as dû être courageuse, Solveig, ou alors tu es arrivée tôt, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attentes en général pour la salle Labrouste. Et donc, j'enchaîne du coup sur une question qui est liée aussi. Comment est organisé le service communication là-bas ? Comment ça fonctionne ? C'est un petit service. J'étais pas vraiment dépaysé par rapport au musée Guimet. C'est des services composés de 3-4 personnes. Nous avons aujourd'hui une directrice de la communication. Nous avons une personne en charge de la presse et de la communication institutionnelle. Nous avons la communication numérique qui englobe le webmaster et le community management. Enfin, c'est moi qui incarne un peu ces deux aspects. Et une graphiste. Donc nous sommes 4 aujourd'hui. Ok, oui, c'est une petite personne, équipe. Pardon, 5, j'oublie. Une personne en charge de la communication du Festival d'Histoire de l'Art, qui est maintenant intégrée au service. Donc ouais, c'est une petite équipe pour une grosse institution, je trouve. Oui, effectivement, c'est à la fois extrêmement... Il y a des bons et des mauvais côtés. Et les bons côtés, c'est qu'on est vraiment extrêmement autonome et on a une palette d'actions très large et on peut être force d'initiative pour beaucoup de choses. Ensuite, effectivement, les côtés négatifs, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'institutions, c'est le manque de ressources humaines qui se fait très vite ressentir et on se retrouve très vite submergé par certains temps forts. Et ça, c'est quelque chose qui est propre, je trouve, à beaucoup de musées, c'est communication numérique aujourd'hui. On pense que je fais que des tweets à longueur de journée, or ça englobe d'autres choses comme la mise à jour du site internet, les diffusions d'autres canaux de communication, je pense notamment au podcast, les réseaux sociaux bien évidemment, les newsletters, enfin c'est beaucoup de choses. Donc c'est à la fois extrêmement stimulant parce qu'on fait plein de choses, mais parfois un petit peu qu'on est vraiment à flux tendu tout le temps. Ouais. Puis il y a des choses aussi qu'on voit pas, mais quand on crée du contenu, il y a tout le côté recherche aussi, veille, et tout le côté suivi aussi, qui prend du temps, mine de rien. De trouver des idées, d'analyser, enfin, on se rend pas compte. Bien sûr, c'est vrai que tu as d'un côté la partie production qui demande une réaction et beaucoup de spontanéité, mais tu as également tout le côté recherche, que ce soit nous par exemple, recherche iconographique, recherche de sujets un peu plus de fond, qui sortent un petit peu de la dimension événementielle et agenda. Donc c'est vrai et la dimension aussi mise à jour du site internet qui là parfois demande beaucoup de mettre les mains dans le cambouis et c'est très chronophage. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à jouer avec ces deux temporalités et ça demande un équilibre mental assez conséquent, mais c'était déjà un petit peu le cas au musée Guimet, donc j'avais un petit peu de bouteille pour ça allait. Et ça reste, comme tu dis, FACHAB, pardon, c'est un environnement de travail très plaisant. On a quand même comme base de travail l'histoire de l'art, donc de l'archéologie jusqu'à l'art contemporain. Donc ça a beau être assez soutenu, ça reste quand même un plaisir de pouvoir travailler à la diffusion de cette belle discipline. Et du coup, au niveau des objectifs de votre service communication, c'est quoi ? C'est mettre en avant les événementiels et le lieu, enfin l'institut. Il y a d'une part, effectivement, la dimension événementielle, on va dire que c'est celle qui est la plus importante. Ça, pour faire un parallèle avec les musées, c'est également communiquer sur les expositions. Nous, c'est communiquer sur nos événements. C'est le plus important. Mm-hmm. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a en sous-couche. Je pense par exemple aux acquisitions de la bibliothèque.
il faut rendre compte de cette politique d'acquisition. On a acquis des estampes de Takesada Matsutami, par exemple, récemment. C'est également une maison d'édition, l'Institut national d'histoire de l'art. On publie régulièrement des ouvrages, des correspondances, donc il faut communiquer sur ces lancements d'ouvrages. Et il y a aussi après tout l'aspect info-pratique, c'est-à-dire grève, Covid, la bibliothèque doit fermer ses portes plus tôt, ce genre de choses. L'objectif, c'est vraiment de prolonger un petit peu l'expérience, de prolonger les objectifs de l'institution, tout en étant également force de proposition pour certains projets. Par exemple, l'année dernière, nous avons lancé des podcasts. Ça, c'était un objectif totalement dissocié, on va dire, de l'événementiel de l'institution, puisque c'était faire un partenariat avec Beaux-Arts Magazine et en collaboration avec les conseillers et les conseillères scientifiques de l'INHA, travailler à une diffusion d'émissions de l'INHA autre que par l'événementiel. Donc c'était extrêmement intéressant à faire, et là c'était un pur travail à la fois d'éditorial mais de communication également. Donc il y a à la fois prolonger un petit peu toutes les missions de l'institution, communiquer sur l'événementiel, communiquer sur les infos pratiques, les acquisitions, les lancements d'ouvrages, mais également assurer le rayonnement de l'INHA et de la recherche et de l'histoire de l'art par d'autres canaux qui sont peut-être plus propres à notre service. Ok, donc il y a une partie un peu informative, informée sur ce que vous faites, les contenus, les bonnes pratiques, et de la création de contenu du coup, parce que c'est ça ce podcast, non ? Je sais pas si tu peux nous en parler plus, mais... Bien sûr. Ça s'appelle La recherche à l'œuvre. C'est paru l'été dernier en partenariat avec Beaux-Arts Magazine, et c'est véritablement ouvrir une fenêtre sur l'aspect vivant de la recherche, c'est-à-dire montrer qu'est-ce qui donne envie finalement aux chercheurs et aux chercheuses de faire ce travail de recherche, de se dédier à un sujet. Et là, on parle vraiment à la fois scientifique, avec le scientifique, mais également avec le cœur, parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes finalement lient leur recherche à une partie personnelle et de leur vécu. Donc c'est extrêmement important, et on espère bien lancer une saison 2 prochainement. Et c'est un beau projet, je vous invite à l'écouter, vous pouvez le trouver en tapant La recherche à l'œuvre sur toutes les plateformes de diffusion des podcasts. Et du coup, avec toutes ces missions-là, à quoi ressemble ton quotidien de chargé de communication numérique ? C'est quoi tes journées, tes missions principales ? Alors, les journées se suivent et ne se ressemblent pas, ou en tout cas sont complètement déconstruites selon les sujets. On a une grande partie quand même dédiée aux réunions, parce que l'important dans la communication, et ça je pense que vous partagerez mon point de vue, en tout cas j'espère, c'est de ne pas être considéré comme un élément en bout de chaîne, mais vraiment en amont, pour pouvoir avoir une communication intelligible et avoir un vrai travail éditorial. C'est pour ça que c'est important de prendre part bien en amont au comité de programmation, à toutes les réunions qui préparent les saisons et les trimestres, pour pouvoir d'ores et déjà commencer en tâche de fond à réfléchir à comment on va communiquer dessus intelligemment. Donc il y a beaucoup de réunions, beaucoup de mails, effectivement, puisque toutes les demandes propres à la mise à jour du site internet, elles sont nombreuses, parce que comme je vous ai dit, l'INHA, c'est un peu plus de 150 événements par an. Il y a beaucoup de travail de mise à jour, tout simplement, du site internet, à la fois dans l'édition de contenu, mais parfois pour résoudre des problèmes techniques, tout simplement, qui peuvent intervenir sur le site. Après, il y a la partie éditorialisation des réseaux sociaux, où là, d'une part, on produit le contenu soit en avance, soit le jour même, si on est à peu près à jour dans le tableau. Et une partie tâche de fond, recherche iconographique, ou échange avec le personnel pour envisager les sujets qu'on pourra faire à l'avenir. Là, tout ce que j'ai dit, ça peut être dans le désordre. Il arrive que parfois une demi-journée soit allouée à une réunion. Parfois, c'est extrêmement varié, mais on va dire que ça gravite autour de ces axes principalement. Ouais, il y a beaucoup de réunions, moi aussi. Enfin, moi, je suis pas dans le domaine de la culture, mais en tant que communicante, pas mal de réunions pour se tenir au courant de tout ce qui se fait, etc. Et après, pouvoir le traduire et pas être juste en bout de chaîne à la fin du projet. Donc, je comprends bien ce que tu dis.
Et est-ce que tu veux revenir sur une mission ou un projet qui t'a particulièrement marqué ou que tu veux partager justement pour nous apprendre, nous partager des apprentissages? Hum, Allez, juste pour revenir rapidement sur les podcasts, ça a été extrêmement formateur pour moi, extrêmement enrichissant, puisqu'on m'a dit du jour au lendemain, non, je le voyais venir, mais on m'a dit, voilà Nicolas, on va faire des podcasts, il faut les diffuser. Bon, moi j'avais juste produit en amateur un podcast sur Point Culture et avec un ami, un podcast qui s'appelle Diptyque, où on parlait jeux vidéo et architecture. Mais à l'époque, moi je diffusais sur YouTube et je n'avais pas vraiment d'expérience sur la diffusion du podcast, tout simplement. Et c'est ça qui est extrêmement enrichissant dans notre métier, c'est de nous renouveler constamment. Ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir un travail de veille et d'être extrêmement curieux. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à assurer la diffusion de podcasts. Donc, j'ai un petit peu fait des analyses comparatives des différentes plateformes de diffusion. Et à côté de ça, communiquer sur un podcast, ce n'est pas comme communiquer sur un événement. Ça demande un petit travail audio, un petit travail visuel. Donc avec l'équipe du graphisme, on a trouvé ensemble des petits formats pour communiquer sur des vignettes audio. Et on n'a pas révolutionné le game du podcast, mais en tout cas, moi, ça m'a permis personnellement et professionnellement d'expérimenter tout simplement un nouveau mode de communication qui est sur une production audio. Et c'est ce que j'aime, c'est vraiment quand il y a des nouveaux défis, personnellement ou professionnellement. Et quelque chose qui me manque beaucoup avec ces fermetures d'institutions, c'est toute la partie événementielle, c'est-à-dire des événements qui vivent en direct avec des gens et des intervenants. Et en janvier maintenant 2020, nous avions fait la Nuit des idées, qui était donc un grand événement comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des concerts, des performances. Et là, l'INHA avait pris le parti, parce qu'on était déjà dans ces logiques de... Enfin, on n'était pas encore confinés, mais on commençait à sentir venir un petit peu les restrictions. Et l'Institut national d'histoire de l'art, donc, a vraiment voulu faire un bel événement, retransmis intégralement en direct, et dans lequel les personnes pouvaient interagir avec les différents intervenants en posant des questions par SMS. Et c'était extrêmement vivant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la communication numérique, qui s'appliquait un petit peu plus au monde des musées, parce que l'Institut national d'histoire de l'art n'a pas vraiment de salle d'exposition et de collection exposée, même s'ils ont une collection formidable d'ouvrages. C'est cet aspect, on est sur les lieux, on fait vivre un événement, et il y a toujours des problèmes techniques à droite à gauche, et les messages qui ne s'envoient pas, ou alors le flux qui est coupé. Et ça, c'est quelque chose que j'espère retrouver très très vite. Et je pense qu'il est extrêmement grisant, mais extrêmement crevant, mais que beaucoup de chargés de communication numérique ont expérimenté dans les musées, c'est ça. C'est un événement en direct, in situ, pour lequel on s'investit corps et âme, à la fois dans sa communication en amont, mais également après dans sa communication et son déroulé numérique à un instant T. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et que j'espère pouvoir faire au Festival d'Histoire de l'Art en juin. On touche du bois, mais c'est difficile. Ouais, ça c'est tout nouveau, le direct comme ça pour le monde de la culture et même pour tout établissement en fait. Et à gérer, oui, ça doit être assez compliqué, non? Enfin, comment vous avez procédé pour en arriver à ça? En fait, c'est extrêmement enrichissant, encore une fois. Je te parlais tout à l'heure du fait de se considérer comme un challenger sur Twitch, mais alors c'est aussi grisant de le faire à son travail. Mais tu te retrouves à traiter avec des prestataires. Donc là, l'Institut national d'histoire de l'art, c'est une institution publique. Et quand tu te mets à travailler avec des personnes issues du privé, issues du monde de l'audiovisuel, qui ont leur code et qui ont leur temporalité, en fait, tu apprends sur le terrain, tout simplement. Des fois, tu te prends quelques claques parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas aller. Et il faut arriver avec ces contraintes, arriver à faire quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on... Et en fait, il faut vraiment se sentir légitime de faire les choses parce qu'on apprend énormément sur le terrain. Et avant d'arriver à l'INHA, moi je n'avais jamais travaillé avec une équipe audiovisuelle qui faisait du stream, qui gérait des flux de vote en ligne et on apprend en fait. Et c'est extrêmement formateur, stressant mais formateur. Et voilà, je ne sais plus quel a été le sens de la question. Non, mais c'était ça, hein, est-ce que c'est pas
trop compliqué justement, mais comme tu dis, en fait, on s'adapte et on travaille aussi avec des professionnels qui nous apprennent des choses. Donc, c'est tout l'intérêt de ça. Et vous avez eu des petits couacs ou des petits trucs moi, j'aime bien savoir ce genre de trucs. Où tout s'est bien déroulé. Ça se Bah déroule écoute, jamais oui, tout à fait bien. j'aurais aimé avoir une anecdote un petit peu croustillante. Non, peut-être le direct qui a dû exploser 2 minutes avant qu'on se rende compte Ouais. qu'on n'était plus en ligne. Mais sinon, et non, tout s'est bien passé. Bon, bah, c'est trop cool parce que moi, quand je teste de nouvelles choses, j'essaye toujours de me dire Amélie, c'est pas grave si c'est pas parfait. Mais du coup, quand c'est Mm. parfait, bah, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aussi partir dans l'idée que bah, on peut avoir des soucis et que ça fait partie du jeu en fait. Totalement, totalement. Donc c'est Je voilà, suis assez d'accord. c'est un état d'esprit. Et du coup, pour toi, le confinement, la fermeture des musées, ça a été plutôt un boost du coup pour tester de nouvelles choses en termes de communication numérique. D'après ce que tu me dis, en tout cas. Ben, en tout cas, ça a été un gain extrêmement important en termes de visibilité, de statistiques des réseaux. Je pense qu'il y en a certains qui ont même quasiment doublé. Je pense à notre chaîne YouTube, je pense à notre page LinkedIn. Et parce qu'on s'est retrouvé, les services de la communication numérique ou les services web, Mhm. finalement un petit peu comme les garants, ou en tout cas les gardiens de l'image d'un musée après sa fermeture. C'est-à-dire qu'à défaut d'aller au musée, les gens vont de prime abord sur leur site internet ou alors consultent leur réseau selon les habitudes de chacun. Mais ça a été effectivement, on se retrouve du jour au lendemain avec, donc maintenant nous maintenons les événements en ligne, mais en mars dernier, avec le confinement, on s'est retrouvé sans événements, c'est-à-dire tout à réinventer. Ce qui a été plutôt bien parce que ça m'a permis moi de sortir un petit peu de ce rythme effréné et de Mhm. pouvoir, peut-être avoir une communication un petit peu plus posée, de me recentrer sur les ressources de l'INHA, sur toutes les bases de données qu'il y avait, sur toutes les numérisations de bibliothèques, sur Mhm. toutes les publications qui avaient eu lieu auparavant, sur toutes les captations qu'il y avait sur YouTube, et de faire un travail un petit peu plus, voilà, on pose les choses et on va communiquer sur ce que nous avons déjà, mais que nous n'avons peut-être pas forcément mis en avant de prime abord, parce que les événements avaient une visibilité beaucoup plus importante. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a permis de me recentrer sur des choses et de faire des stories un petit peu plus travaillées, de faire ce genre de choses, de travailler également sur la communication des podcasts qu'on lançait. Les podcasts n'ont pas été faits, la recherche à l'œuvre n'a pas été Mhm. fait pour le confinement. C'est quelque chose qui était dans les cartons depuis Ok. longtemps. Donc ça a été effectivement, ouais, ça a été un grand chamboulement et une masse de travail effectivement beaucoup plus accrue puisqu'on s'est retrouvé finalement avant les événements étaient gérés par un service dédié aux événements, le service des manifestations. Et là on s'est retrouvé à devoir nous-mêmes assurer la diffusion de ces événements sur YouTube. Donc il a fallu apprendre à faire des streamings sur YouTube, à programmer des événements, à parfois travailler de concert avec le service des manifestations pour voir comment modérer, comment organiser en fait tout simplement une retransmission en ligne. Et là encore, c'était extrêmement formateur et j'en tire beaucoup de bien de cette période-là. En tout cas, en termes de communication numérique, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont à plaindre. Enfin, il y a des gens qui ont peut-être été au Ah ben chômage non, technique, non? Comment ça s'est passé chez vous? alors, non, chez nous, on a eu la chance d'avoir, comme en fait beaucoup de personnes ont été, du coup, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en charge des événements physiques in situ ont dû gérer auprès des intervenants et des intervenantes, et il y en a vraiment partout dans le monde, à gérer ça en ligne. Donc là, c'était en collaboration avec mon service, c'est-à-dire comment arriver à maintenir toute la programmation de l'INHA sans physique, sans public en fait. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Les équipes de la bibliothèque, elles, ont vraiment travaillé d'arrache-pied. C'était extrêmement délicat, donc vraiment, on peut leur être reconnaissant, à continuer à assurer les missions de la bibliothèque, même Mhm. en étant fermé, c'est-à-dire en ayant une politique de numérisation des ouvrages accrue. Et je pense que personne n'a vraiment chômé. On a toutes et tous eu la chance de pouvoir assurer nos missions.
Mais effectivement, je pense aux toutes les personnes en charge de la médiation, du développement des publics, aux conservateurs et conservatrices qui ont dû voir certaines de leurs expositions annulées. Là, je pense qu'il y a des personnes qui sont effectivement plus à plaindre que nous. Ok. Et en général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la crise sanitaire, les impacts sur le monde de la culture? Est-ce que tu as réussi, toi, à sentir des choses, je sais pas, des collègues d'autres institutions Mm. qui t'en ont parlé? Est-ce que tu as Mm. un avis, un retour? Alors, un avis très personnel. Ça va être très personnel et ça ne s'applique pas à chacun et à chacune d'entre vous, mais moi je trouve ça vraiment absolument navrant. Ça fait 100 jours aujourd'hui, voilà, que les musées, les théâtres sont fermés, et on l'a bien vu quand il y a eu cette petite interlude où les musées ont rouvert et ont énormément travaillé à des services en ligne de billetterie avec jauge, à des conditions d'accueil adaptées, des séances de visite, et qu'on se retrouve à ignorer tout ça et à purement et simplement fermer et à considérer la culture comme quelque chose de non essentiel. Moi, en fait, ça me fait ça me navre énormément qu'on tienne à des biens finalement purement matériels et alimentaires, parce qu'à à titre même personnel, moi, les musées et la culture, c'est quelque chose qui m'a, enfin, qui m'a fait vivre, qui m'a fait. C'est comme ça que je me suis découvert. Et si je n'avais pas eu, dans ces périodes charnières de ma vie, là, je pense un petit peu aux étudiants entre 20 et 25 ans, ça, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui, en fait. Ouais. Et je pense que ça a des bienfaits bien au-delà de ce que peut me procurer l'alimentaire. Alors je comprends effectivement le contexte sanitaire et je comprends effectivement les dangers que cela peut provoquer, mais je prenais le métro vendredi et quand je vois même que les lieux de culte et les magasins sont souvent ouverts et ne respectent pas les jauges, je comprends pas en fait vraiment qu'on ferme comme ça les grilles les portes des musées qui avaient tout fait en œuvre pour accueillir le public dans des conditions idéales. Et oui, on voit le cri de cœur de Chantilly, et je pense pas que ce soit un Chantilly, mais bien d'autres musées qui ont un impact médiatique. Et je pense que quand les musées crient qu'ils sont en danger, je pense que là, il n'y a vraiment pas un coup de communication, mais qu'il y a vraiment un vrai danger. Et il ne faut pas qu'on attende des catastrophes pour réaliser qu'effectivement, on a peut-être sacrifié ce secteur-là. Donc, et effectivement, je pense qu'il y a également beaucoup de personnes là qui gravitent autour des musées, mais je pense à toutes les personnes, les régisseurs, c'est ça, toutes les personnes en charge de la médiation ou en charge en relation avec le public, et tout ce qui est lié au tourisme. Enfin, ça a des dégâts terribles, je pense. Donc ça me navre un petit peu et j'espère qu'on va en sortir très vite. Ouais, bah, comme dit Sarah, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a enfin, ça nous paraît comme des incohérences. Et moi, la première, je sais que mes principales raisons de sortie, c'était les musées ou le théâtre. Enfin, moi, j'allais beaucoup au théâtre. J'allais pas faire les magasins. Enfin, donc, ouais, moi, je suis assez d'accord. Enfin, et même pour notre santé mentale personnelle et même pour la santé des gens qui travaillent là-bas, je pense que c'est hyper frustrant de plus voir de public, même si on a le digital, c'est totalement différent. Mais bon, voilà. Après, c'est comme le secteur de la restauration aussi qui souffre de plus avoir de monde. Mais ouais. Donc c'est difficile. C'est difficile. Après, on espère tous, mais on ne sait pas trop comment ils réfléchissent au gouvernement. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre et à suivre, quoi. Parce qu'au final, oui, je vois qu'il y a des pétitions, il y a des signaux d'alerte, mais est-ce que vraiment ils ont quelque chose à faire? Oui, tu parles de notre santé mentale, et effectivement, moi j'admire énormément les personnes qui ont réussi à s'investir pendant ces périodes de confinement dans des rétrospectives de cinéma, dans des lectures. Moi, j'ai besoin de nourrir mes lectures ou mes découvertes par ces visites au musée, par les cafés et les verres que je vais prendre avec des amis. Et quand on vous prive de ça, c'est vraiment une espèce d'équilibre qui se fracasse. Et tout ce qu'on fait se nourrit mutuellement, je pense. Donc quand on nous prive de ça, c'est très difficile. Et on voit, enfin moi je le vois sur Instagram, je vois plein de petits comptes qui émergent, qui ont envie de parler de musées parce qu'ils sont en manque de ces discussions-là aussi, de ces réflexions, de ce bien-être que ça peut apporter. Donc
il y a un besoin, je pense qu'on sous-estime. Après, voilà, on trouve tous notre lieu de méditation quelque part, mais bon, voilà. Nous, c'était le nôtre et... Tu vois, je rebondis sur ce que dit Sarah Chou 35. On l'a vu cet été, moi j'ai eu la chance de travailler à côté du musée du Louvre, et donc quel bonheur, j'y allais très souvent pendant mes pauses déjeuner. Et se faire une petite heure au Louvre, le midi, c'est extrêmement inspirant. Et il n'y avait absolument personne. Parce que pas de tourisme international, on devait être à tout casser. J'étais seul dans la salle de la Vénus de Milo. Et à côté de ça, là, il y a quelques jours, au Monoprix de l'avenue de l'Opéra, qui est juste à côté du Louvre, il devait y avoir peut-être 200 personnes. Je pense qu'il y avait plus de personnes dans le Monoprix de la Pyramide que dans l'aile de Nom du Louvre. Oui. C'est ça qui c'est absurde. C'est absurde. Ouais, on est d'accord. Et puis les musées, les théâtres, ce sont des lieux aussi qui ont l'habitude d'accueillir du public et qui savent le gérer. Donc moi aussi, je trouve ça un peu absurde, mais bon, on n'a pas trop le choix. Indignons-nous, mais bon. Et du coup, il y a ce côté un peu négatif des musées confirmés, mais moi, je trouve un aspect positif. C'est autour de l'axe de la communication digitale qui s'est pas mal développé. Je trouve que les institutions culturelles se sont beaucoup recentrées là-dessus pour compenser aussi un besoin d'expression et de proximité avec le public. Je sais pas si tu partages cette vision. Alors ça va être un petit peu nuancé. Ouais, dis-moi. Mais effectivement, déjà, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, je pense, de l'importance de la communication numérique dans la vie d'une institution culturelle, où nous n'étions plus considérés comme ceux qui vont faire les tweets en bout de chaîne pour communiquer sur les événements des autres, mais bien comme ceux qui sont garants du rayonnement de l'institution en temps normal, mais également maintenant pendant sa fermeture. Donc on a bien vu le regard qui a changé, mais ça c'est aussi l'aboutissement d'un travail de quelques années avec une importance de plus en plus accrue de la communication numérique, où avant on nous regardait avec effroi. Moi je me souviens, on arrivait au musée Guimet, quand je me baladais dans les salles avec mon téléphone un jour de fermeture, on avait peur de moi, on se demandait mais qu'est-ce qui se passe. Alors qu'inversement, avant mon départ, mais également à l'arrivée de l'INHA, on est parfois obligé de refuser malheureusement des demandes parce que les gens ont énormément d'envie de production de contenu. Donc il y a une évolution dans ce sens-là qui est extrêmement encourageante. Après, ça c'est à titre personnel, je trouve que au premier confinement surtout, il y a eu une espèce de surabondance de l'offre, c'est-à-dire que on s'est tous dit il faut produire, et culture chez vous, et les challenges, et les défis. Et je pense que c'était peut-être le moment où les internautes, en tout cas toute personne, avait peut-être un petit peu besoin de poser les choses, de recentrer les choses, et peut-être pas forcément d'avoir cette surabondance de contenu, où je pense que même l'offre était supérieure à la demande. Et j'ai eu un petit peu de mal à ça, en fait, à cette espèce de volonté d'exister à tout prix. Et je la comprends, et elle est nécessaire, parce qu'il faut montrer qu'on est toujours là, qu'on n'est pas fermé, enfin, qu'on est fermé, mais qu'on est toujours vivant. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, et en s'adaptant au code propre au web, enfin moi, c'est peut-être parce que je suis un vieux ronchon, mais le Thyssen, enfin je ne sais plus, le challenge où il fallait imiter des œuvres d'art, oui. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je trouvais que c'était pas vraiment l'image de ce que j'attendais d'un musée, et j'ai un peu de mal comme ça avec ces volontés de plus en plus poussées des institutions, notamment celles qui investissent TikTok, à vouloir essayer de s'approprier les codes des jeunes et d'être cool à leur côté. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir il faut vraiment prolonger l'image de l'institution, assurer son rayonnement, assurer l'intégrité des œuvres également. Et j'ai eu un peu de mal avec ces choses qui ont été décidées un petit peu rapidement, et je trouve qu'ils faisaient pas vraiment honneur au musée, et qui étaient parfois faussement cool. Ouais, ça peut paraître un peu superficiel parfois, quoi. C'est... Ouais. Et moi, à titre personnel, par exemple, j'ai moins consommé de réseaux sociaux. Enfin, les musées sont fermés, je le déplore, et je prends mon mal en patience, mais je n'ai pas cherché à m'abreuver de numérisation, de contenu numérique d'exposition, de trailers. J'avais besoin de préserver un petit peu, moi, ce rapport au musée, quitte à peut-être avoir une certaine nostalgie, mais je n'ai pas cherché à transformer mon rapport au musée en le digitalisant.
Mhm. Ouais, il y a peut-être comme tu dis, une petite course à l'implantation sur le digital et oui, peut-être à Mais qui est vouloir totalement reprendre légitime. ces codes sans vraiment avoir le temps de se poser sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire sur les réseaux. Et je pense que c'est totalement légitime. Et on ne peut pas blâmer les initiatives de chacun, parce qu'encore une fois, je pense que personne n'était préparé à ça. On s'y attendait, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit dans des proportions et dans une temporalité si longue. Et on a expérimenté, en fait, finalement. Et c'est un petit peu dans le prolongement de ce qu'on fait là aujourd'hui, toi et moi, sur Twitch. C'est un petit peu et d'autres personnes, j'espère, nous rejoindront. C'est une année propre à l'expérimentation, donc il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, et c'est peut-être finalement le bienfait qu'on peut tirer de cette période de restriction, c'est celle d'avoir tenté des choses en fait, d'être retourné peut-être au fondement de ce que faisaient les musées avant sur les réseaux sociaux, quand on était moins dans la professionnalisation de la communication numérique. Aujourd'hui, Mhm. il y a des agences de communication, il y a des consultants. Avant, c'était parfois même des personnes qui n'étaient pas en charge de la communication, qui géraient les réseaux sociaux et qui expérimentaient des trucs. Donc cet aspect expérimental, malgré tout, c'est plutôt bien d'avoir retrouvé, je trouve. Et tu penses que c'est quelque chose qui va rester après? Enfin après, moi quand je dis après, c'est quand on reviendra dans les musées. Est-ce que vous allez continuer à être aussi actif Oui, sur les réseaux sociaux ou différemment peut-être? oui, ça a littéralement redistribué les cartes, effectivement. Et je pense que là, je parle pour l'INHA, mais je pense même pour les musées en termes de communication, mais même d'accueil des publics, il y a eu une vraie remise en question sur le mode existant. Et on s'est rendu compte que émettre nos manifestations en direct sur YouTube permettait à des personnes qui sont peut-être pas forcément familières à l'INHA, parce que malgré tout, c'est ouvert à tous, c'est quand même intimidant, il y a un contrôle Mhm. des sacs à l'entrée, c'est une galerie. Honnêtement, tu me parlais de présenter l'INHA pour les personnes qui ne le connaissent pas forcément, et c'est un lieu qui peut être intimidant de prime abord, effectivement, parce que c'est un institut, c'est dans une galerie qui est semi-publique, et, euh, et prolonger les missions et les assurer en simultané sur Internet, c'est quelque chose, effectivement, qu'on se demande si on ne va pas pérenniser ceci, en fait. Plein d'autres questions, effectivement, dans l'usage de la vidéo bien produite. Je pense par exemple, on aimerait faire des lancements d'ouvrages, on aimerait même le format des conférences de presse. Pourquoi pas ne pas se faire accompagner systématiquement d'équipes audiovisuelles pour assurer le rayonnement en simultané, in situ, pardon, et Mhm. en ligne. Là, je peux pas te dire que des choses sont arbitrées, et Ouais, je peux pas ouais, effectivement je comprends parier que bien. c'est des choses qui seront pérennes, mais en tout cas, c'est la période là, après l'expérimentation, des grands questionnements. Et à l'image de tous les questionnements qu'on a eus quand nous avons été confinés et que nous nous sommes demandé ce qu'on allait faire, je pense que quand nous allons être déconfinés et que nous allons ouvrir nos portes, tous les musées, va se poser la question effectivement, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient au point avant le confinement, ou est-ce qu'on trouve une formule hybride? C'est bien de se poser toutes ces questions. Ouais, Ça montre que c'est une profession vivante qui se remet en question et qui essaye des choses. Donc je pense que c'est extrêmement euh, bien. J'ai plus le mot qui me vient en tête. mais bien, c'est très bien. Ok, bah moi j'ai posé pas mal de questions quand même. Est-ce que le chat a des questions à ce niveau-là de l'échange? Je vois qu'il y a eu plein d'interactions et j'ai pas pris le temps de les lire. Alors la com sur les Bah, réseaux sociaux a beaucoup aidé, je trouve. Et essayer d'attirer de nouveaux publics. Ouais, je sais pas si les musées ont essayé d'attirer de nouveaux publics grâce à cette communication-là ou justement à renouer avec leur public ça actuel. c'est toujours la grande question. Public in situ, public en ligne, taux de transformation. Y a-t-il un vrai engagement? Ça c'est à marronnier. Je pense que les réseaux peuvent. Ok, et moi j'avais une dernière question, plus sur des conseils pour des gens comme moi qui veulent se professionnaliser dans ton métier en fait, dans le métier de chargé de communication numérique dans le domaine de la culture. Est-ce que tu as des conseils? euh, Mhm. Alors,
je suis encore un peu m'inspirer des petites choses que j'ai faites et qui ont été extrêmement utiles, ou en tout cas ouais, utiles pour moi. Déjà, n'attendez pas votre master ou votre dernière année de licence ou votre stage pour avoir des expériences professionnelles ou vous constituer un réseau. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je vois même à titre personnel, quand je recrute quelqu'un en stage ou pour une alternance, alors bien évidemment, votre diplôme sera important et c'est ce que vont regarder les chefs de service, mais quand je vois des personnes qui ont travaillé dans le bénévolat, qui ont fait des revues en ligne, qui font de la musique, qui ont un groupe, qui font ce genre de choses, je pense qu'il faut très vite cultiver votre différence. Je pense que c'est extrêmement important d'être curieux, notamment dans la sphère culturelle. Donc, soyez curieux et faites des choses. Comme je vous ai dit, nourrissez votre cursus scolaire de vos passions et votre passion de votre cursus scolaire. Moi, à l'époque, j'avais fondé un blog. Alors, c'est peut-être un truc de vieux aujourd'hui, ça ne se fait plus. Si, Mais ça se fait. je ne sais pas, faites des Si, Twitch, si. faites des Instagram, trouvez votre format qui deviendra peut-être même après votre métier à l'avenir. Et quand je parle de constitution du réseau, là, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Et le but n'est pas d'être dans l'opportunisme et l'arrivisme et d'aller liker les comptes de conservateurs ou de chargés de communication, mais vraiment de le faire de manière organique, c'est-à-dire par vos projets. Alors, c'est un peu... Je ne dis pas que c'est égoïste de dire ça, parce que c'est très dur en ce moment, je pense, de se lancer dans des projets, parce on est chez nous la moitié du temps, on est confiné, on a peu d'interaction, donc je peux comprendre que ce soit extrêmement dur de mener à bien des projets. Mais partons du principe que le monde va retrouver un cycle normal dans quelques semaines, mois. Je pense que c'est vraiment important de produire des choses parce qu'on se forge une plume, on se forge une culture visuelle. Ce blog que j'ai fondé il y a quelques années maintenant, qui est toujours assez lu aujourd'hui, finalement, ce qui m'a plu dans ce travail d'écriture, c'est après de communiquer sur ce site internet, c'est-à-dire gérer sa page Facebook, sa page Twitter. Et en fait, c'est comme ça que je me suis formé au code des réseaux sociaux. Parce que si vous souhaitez travailler dans la communication culturelle et que vous dites oui, bon, je vois à peu près ce que c'est Twitter, Instagram, mais que vous n'avez pas les codes. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un langage comme une langue qu'on pourrait apprendre, et ça demande des mois, je pense, vraiment, pour arriver déjà à faire une cartographie des personnes qui sont dessus. Et je pense que c'est extrêmement important quand vous forgez un réseau et quand vous souhaitez travailler dans la communication ou dans la culture, de savoir qui est en poste à la conservation de tel ou tel musée, qui est à la communication. Et vous verrez que c'est un monde extrêmement petit. Donc c'est extrêmement important, et vous verrez que ça se fait de manière extrêmement organique. Donc soyez curieux, soyez créatifs. Je pense que c'est extrêmement important. Après, encore une fois, je ne peux pas vous obliger de faire quelque chose et de produire. Et si on n'a rien à produire, on ne produit rien. Mais ça peut être des projets éditoriaux, des projets de podcast. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc n'hésitez pas même à... Moi, finalement, j'ai su que j'allais faire de la communication peut-être un an avant d'en faire. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'étais passionné par ce que je faisais, mais je n'avais pas encore trouvé l'écho professionnel à ce que j'allais faire. Donc, même si la communication sur ce que je produisais dans l'éditorial m'a mis un peu sur la piste. Donc, vraiment, prenez du plaisir à faire quelque chose, et vous allez vous accomplir, vous construire, et vous allez trouver un cheminement professionnel après à ce que vous faites. Comme on dit, il faut parfois 1000 projets pour en réussir qu'un seul. Donc, essayez de ne pas vous mettre trop la pression, et d'essayer des choses, de les arrêter, d'en faire d'autres. Personne ne vous jugera. La meilleure critique qu'on puisse avoir, c'est la création. Donc, si quelqu'un vous juge, qu'il fasse mieux que vous. Voilà. Que dire d'autre? Effectivement, oui. Forgez un petit peu votre... c'est ça, faites-vous un site, un portfolio, et trouvez un petit peu votre place en évitant d'être trop dans le perso, peut-être sur les réseaux sociaux. Et enfin, là, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous avez votre ligne éditoriale. Mais d'éviter d'être trop dans le perso et d'être excluant pour les personnes qui ne vous connaissent pas et qui voudraient vous suivre. Et peut-être éviter d'être trop dans le « j'utilise les réseaux sociaux à titre professionnel, et mon Twitter et mon Instagram est un LinkedIn augmenté », parce que finalement, ça efface un petit peu votre personnalité. Et dans le milieu de la culture, pour avoir vu diverses expériences à droite et à gauche, c'est important que vous ayez une personnalité affirmée et vraiment un petit univers à vous. Donc forgez-le et cultivez-le par l'expérimentation. Je pense que c'est extrêmement important, et faites-vous plaisir, bien sûr.
Ben, merci, c'est hyper positif comme discours, je trouve. Donc, merci. Et Je t'en prie. moi, j'ai plus d'autres questions. Enfin, je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Et merci d'avoir répondu aussi bien et avec autant de passion. Et Bah, merci à toi. voilà. Si le chat a des petites questions, c'est le moment. Voilà. Super ces conseils, merci beaucoup. Ouais, c'est trop positif comme conseil, ça me donne le sourire. C'est vraiment C'est super. important, je pense, et d'autant plus que si on peut encore continuer sur l'optimisme, je pense qu'on en a besoin. On parlait, Amélie, il y a quelques minutes, des réflexions qu'il va y avoir sur les communications numériques ou la communication en sens large des institutions après le confinement. Et je pense qu'il va y avoir effectivement peut-être, j'espère, un retour de boomerang positif à tout ça, où on va prendre conscience de l'importance de la communication numérique et les recrutements seront peut-être, alors je ne dis pas que le marché va exploser et qu'il va y avoir des vagues de recrutement massif, mais il y aura peut-être des opportunités et des créneaux à prendre. Donc Croise les doigts. vraiment tenir, tenir et penser à l'après qui, je pense, pourra nous apporter beaucoup d'opportunités. Exactement. Hmm. Alors, merci de nous avoir présenté ta vision de la communication et ton travail. Ton site Un Point Culture a l'air vraiment super intéressant. Attention, tu as un fan ou une fan, c'est Sarah, c'est je sais pas qui. Tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à le créer. Est-ce que c'était une envie de t'exprimer, de partager ton univers ou de t'ouvrir à des opportunités professionnelles? Alors, la genèse de ce site, donc unpointculture.com, qui est un joli blog, site. Farah, pardon. Farah, enchanté Farah, merci pour ta question. Comme je vous ai dit, j'étais en errement de mes 18 à mes 22 ans et j'avais quand même une appétence pour l'histoire, pour l'écriture, mais je ne savais pas vraiment où tout ça allait me mener. Et pour garder quand même un fil avec ça, pendant mes années de mes 21 à mes 22 ans, j'ai créé un blog, je crois que c'est un blogueur. Je ne sais pas si ça existe encore, la plateforme de blog de Google, où j'écrivais des comptes rendus d'exposition de manière très personnelle. Je crois que j'employais même le jeu. Et très vite, lorsque j'ai rejoint l'université Paris-Sorbonne, nous avions beaucoup de temps libre. C'était 16 ou 20 heures de cours, je crois, par semaine. Et j'ai eu l'idée d'entretenir le lien avec l'histoire de l'art par l'écriture, avec un ton un petit peu plus journalistique, mais je savais que ça allait m'aider à, d'une part, forger ma plume, et également, j'avais besoin de créer, tout simplement. Donc, dans un premier temps, Farah, c'était avant tout l'envie de créer quelque chose et de m'amuser. Et très vite, je me suis rendu compte, et là encore une fois, coup de bol, c'était la période où les blogs, on parlait pas encore d'influenceurs, je crois, mais on parlait de blogueurs. Mm. Et les musées ont commencé à identifier un petit peu ces personnes-là. Et j'ai eu la chance de faire partie des premières personnes qui ont été invitées par des musées en tant que blogueurs. Et nous avions des visites dédiées. Aujourd'hui, c'est plus des partenariats avec des personnes très influentes ou alors peut-être des instamites, ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était vraiment l'éditorial qui primait. Et, et ça a été extrêmement vite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, en tout cas dans la professionnalisation. Je ne savais pas où tout cela allait me mener. Encore une fois, moi je rêvais d'être journaliste, mais ça a été extrêmement bien pour moi, puisque ça m'a permis de rencontrer finalement tous les attachés de presse, les chargés de communication des musées, d'interagir avec eux et de très vite me faire connaître d'eux et de pouvoir me faire une cartographie de qui travaillait où. Et professionnellement, ça m'a énormément apporté. Et encore aujourd'hui, il ne se passe pas un entretien. Bon, maintenant, mon dernier entretien remonte à 2-3 ans. Mais je me demande si on n'a pas plus parlé de mon projet sur Point Culture que de mon master ou de mon sujet de recherche à l'université, par exemple. Ouais, donc c'est valorisant, quoi. C'est un bon tremplin, en fait, de faire ce genre de projet. Je pense que dans un premier temps, il faut vraiment le faire pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'à Mm. l'époque, mais jamais j'aurais imaginé être invité dans un musée. Enfin, j'y pensais pas en fait. Et il faut se faire plaisir et
encore une fois, on se forge après, comme beaucoup de sites internet sont conçus sous des CMS comme WordPress ou d'autres, et ça m'a forgé un petit peu au code, ça m'a formé un petit peu au code, ça m'a forgé un petit peu à l'ergonomie web et à la communication sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, je pense qu'il faut avant tout concevoir ça pour le plaisir et pour ce que ça nous apporte, plus que par l'envie d'en tisser un réseau professionnel. On peut y penser, mais il faut vraiment pas que ça préside ça dans un premier temps, parce que sinon, il va y avoir, ça ne marchera pas. Ouais, non, s'il n'y a pas l'envie, oui, ça... ça... S'il n'y a pas l'envie, je disais, s'il n'y a pas l'envie, ça va se sentir de toute façon, mais le projet va pas être bon. Donc, ouais. Je suis assez d'accord. Je crois qu'il y avait une autre question. Il existe encore des visites influenceurs à Cluny ou dans d'autres musées? Oui, ça se fait encore un petit peu, mais on voit aussi beaucoup d'initiatives de partenariat avec des Instagrammeurs ou des vidéastes. Ça, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Pendant un moment, il y a eu le boom, c'est à l'époque peut-être de l'apogée de YouTube en 2016-2017. C'était des vidéastes histoire de l'art qui faisaient beaucoup de partenariats avec les musées. C'est quelque chose qu'on voit moins maintenant ou plus du tout. Peut-être des gros youtubeurs histoire peut-être, ou alors l'urbex. Je sais que c'est quelque chose qui marchait bien à un moment dans les musées. Mais c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins en ce moment. Bah, ça a commencé à aller vers Twitch aussi, je pense. Je crois que c'est le musée de l'armée qui avait fait quelque chose avec Rivenzi. Exactement. Donc ça suit l'évolution des plateformes en quelque sorte. Oui, et TikTok bien évidemment. Ça, on va passer par là, je pense. Il y a des partenariats sur TikTok déjà avec des TikTokers? TikTok, en fait, ça c'est un petit peu un off, mais TikTok France a dragué beaucoup d'institutions, on a rencontré beaucoup d'institutions pour légitimer un petit peu leur réseau et montrer qu'on ne faisait pas que des danses dessus, mais qu'on pouvait aussi parler tourisme, culture. C'est pas innocent, et c'est pour ça qu'on a vu le château de Versailles, le musée Guimet, peut-être le Louvre se mettre dessus. Et bien évidemment, c'est très séduisant parce qu'on promet des millions d'internautes et de millions de vues. Donc c'est quelque chose qui pourrait être amené à se développer, je pense. Après, à voir si encore une fois, ça tient dans le temps et si les ressources humaines des musées sont nécessaires pour arriver à produire un autre type de contenu avec des tons et un code qui leur est propre. Moi, je suis de plus en plus réticente à TikTok pour les musées, en fait. Au début, quand c'est sorti, je me suis dit, oh bah trop bien, ça permet de toucher les jeunes et tout, avec des contenus hyper fun, mais plus je l'utilise et plus j'y réfléchis, et plus j'ai l'impression que l'algorithme de TikTok est pas du tout valorisant pour ce type de contenu. Alors peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, mais si on scrolle rapidement sur TikTok, on tombe sur des vidéos qui... sont pas forcément hyper corrects éthiquement. Enfin, j'ai du mal à voir comment comment un musée va se positionner là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont un peu limites, je trouve, et je suis assez déçue du virage que prend TikTok, alors que au début, il n'y avait pas autant de dérives, en fait, j'avais l'impression. Donc je sais pas si ça va vraiment se pérenniser, quoi. J'ai envie de me crever les yeux à chaque fois que je vais sur TikTok. Hein. Je me suis inscrit par curiosité professionnelle, mais... je pense que, je te dis, quand on essaye de se mettre sur le terrain des jeunes, soit on garde son image et on essaye de les faire venir vers nous Enfin, on fait pas une fracture comme ça où on met son œuvre avec un filtre, une musique de Beyoncé ou que sais-je. Enfin, ça ne marche pas, je trouve. C'est du faux cool. Enfin, je trouve que ça ne marche pas. Ou en tout cas, si ça marche, bah écoute, je suis plus dans le coup. Mais, je trouve qu'en termes d'intégrité de l'œuvre et de prolongement de l'image que doit avoir un musée, ça ne marche pas. Après, il y a des tentatives. Je vois que Clara réagit. Je sais que Clara elle fait des super contenus sur TikTok sur l'art contemporain. Et ça marche vachement bien. Et du coup, je pense qu'il y a des choses à faire. Et peut-être, comme dit Clara, c'est qu'il n'y a peut-être pas encore assez de contenu pour que TikTok tourne vers quelque chose de plus acceptable. Et il y a des choses à faire, mais je sais pas si c'est encore le bon moment. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des gens justement comme Clara et comme d'autres créateurs de contenu qui fassent monter un peu le truc. Mais il faut arriver pour tempérer un petit peu la chose et nous aligner sur ce que dit Clara. C'est aussi c'est l'idée de trouver le bon curseur entre quelque chose qui reste fidèle à la mission première du musée et quelque chose qui soit
propre au code de TikTok sans que ce soit dissonant à la fois pour TikTok et pour l'image du musée. C'est un équilibre à trouver, je pense. Ouais. C'est ouais. Pour que le musée il trouve sa place. Parce que, ouais. Mais effectivement, comme tu dis, Sarah Chou, on n'a pas assez de recul. Je ne sais pas d'ailleurs, la question de Snapchat, tu vois si les musées produisent encore beaucoup de contenu dessus. Je sais qu'il y a une époque où, pareil, il y a eu des créations massives de comptes. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si les musées sont encore actifs dessus. Ouais, ouais. C'est pas grave. Rester dans le juste milieu, c'est hyper difficile. Bah ouais, c'est toute la nuance, tout l'équilibre. Et puis après, ouais, parce que le faire en tant que personne, c'est totalement différent aussi que de le faire en tant qu'institution. Parce que, ouais, après, faudrait que j'étudie plus ce qui se fait de la part des musées, mais je pense que si on veut vraiment percer sur TikTok, il faut qu'il y ait une incarnation. Alors, je sais plus quel musée, je sais plus si c'était un musée américain ou quoi, qui avait explosé un peu avec des anecdotes sur les escargots, mais parce qu'ils avaient une personnalité dans ce musée-là qui pouvait mettre en avant des petites anecdotes et des trucs. Voilà. Mais, enfin bref, moi je pars dans mes réflexions, mais c'est dur d'avoir du recul là-dessus et c'est passionnant d'en discuter. Donc, Effectivement, c'est quelque chose de très visuel et les musées, par leur collection et par leurs espaces, des fois, je pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire. Peut-être plus sur quelque chose que j'ai vu beaucoup sur TikTok, c'était des vues d'Écosse, d'Islande, du Japon extrêmement léchées. Peut-être aller dans ce côté, montrer les espaces de façon extrêmement esthétique, ou alors faire un petit peu de l'infotainment, comme on dit, en jouant avec les œuvres pour produire de l'information et de la médiation avec des codes propres à TikTok. C'est de l'expérimentation, encore une fois, et c'est bien de le faire. Après, je pense qu'il faut une vraie politique sur le long terme, se donner 6 mois, et puis voilà, ne pas se jeter dedans à tout prix. Mais je pense que pas mal de musées sont accompagnés maintenant. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus par des agences de communication numérique, et je pense pas qu'ils soient seuls à se lancer sur TikTok. Ouais, c'est un sujet. Ouais, Clara qui nous dit que le format anecdotique marche très bien. Ouais, moi je pense que ça marche très bien. Peut-être plus que qu'il y a beaucoup de formats réels, là, tu sais, où on voit, on visite l'exposition un peu en accéléré. C'est sympa, mais je pense que ouais, les anecdotes peuvent bien marcher aussi, mais il faut une personne pour l'incarner. Donc bon. Et je crois qu'il y avait beaucoup de TikTokers et TikTokeuses dans le chat, en tout cas. Ouais, ça a l'air de passionner le sujet TikTok. Faudra qu'on fasse une émission là-dessus, enfin sur Twitch. Mais j'ai pas assez de connaissances personnellement pour parler de ce média-là, quoi. Tu peux faire des lives sur TikTok, hein, je crois. Donc, voire même expérimenter le format live sur TikTok. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions. Je sais pas s'il y avait des questions entre-temps. Je défile un peu. Voilà, tu as ta prochaine invitée, ce sera donc Clara pour parler TikTok. Ouais, on en a déjà causé un petit peu en vrai. Et oui, je pense qu'on va parler presque que du TikTok. Alors, mais elle fait plein d'autres choses qui sont super, donc il y aurait plein de choses à dire sur Clara. Mais ouais, elle est dans mon petit programme. Je voulais vous faire la surprise, mais vous anticipez trop là. Oups. Ouais, on en parlera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tant que Nicolas est encore là, disponible pour vous. Vous pouvez nous interpeller, au pire, Amélie et moi sur Twitter si jamais il y a des... Ah, ça a coupé. Donc on développe, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Ça a coupé quand t'as pris la parole, Nicolas. Pardon. On m'entend bien là? Ouais, mais des fois, moi ça saute en tout cas des fois. Que disais-je? Non, que si jamais vous souhaitez après développer certains points en DM sur Twitter ou Instagram, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de pouvoir développer des points qu'on a peut-être omis ou pas assez développés ici. Mais je pense qu'on a dit pas mal de choses aujourd'hui. Ok, eh bien, merci à Nicolas de s'être prêté au jeu avec les petits soucis techniques qu'on a eu au début. Mais maintenant, je crois que je vois à peu près comment faire.
Merci de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu avec passion et positivité. Ça m'a boosté et tout. Enfin, c'est trop positif. Et C'est ce merci qu'il nous au chat. reste. Merci au chat pour votre enthousiasme, comme d'habitude. Enfin, vous êtes super. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi, Amélie, et merci à toutes et à tous pour votre bienveillance et votre énergie. Je vous dis au revoir. Je sais jamais quand couper. C'est comme au téléphone. Il faut. Il faut. Allez. Bon, merci à tous. Bon après-midi. Salut. Ciao.